Bienvenue dans Talk Afrique. Si vous nous rejoignez sur Médian TV Afrique, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Nous allons parler de l'accès des organisations de la société civile locale au financement selon une étude réalisée par le groupe d'études de recherche et d'appui au développement sur les sources actuelles et potentielles de financement des organisations de la société civile au Sénégal. Moins de 10% des ONG ont accès direct aux sources de financement. Pourquoi peinent-elles encore à accéder au financement? Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour repositionner les organisations de la société civile, bien sûr, au Sénégal, dans le cadre de la recherche de financement? Eh bien, deux invités avec moi sur ce plateau pour en débattre. Amakodou Diouf, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes le président du CONGAD, le Conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement. Merci d'être là. Merci beaucoup de votre invitation qui est toujours utile pour nous. Au regard du fait que c'est un médium qui aujourd'hui nous lie avec l'Afrique du Nord, donc la Méditerranée. Et je pense que c'était un gap que nous devrions combler dans la problématique de la communication entre sociétés civiles du Nord de l'Afrique et de l'Ouest. Donc merci et je pense que votre médium nous servira beaucoup pour régler ce gap. Alors, c'est noté. Avec nous également sur ce plateau, Val Diodio Ndiaye. Bonjour Val Diodio. Bonjour monsieur. Vous êtes également du collectif des organisations de la société civile pour les élections. C'est bien cela. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va commencer avec vous, Amakodou Diouf, avec ce rapport des groupes d'études et de recherche d'appui au développement qui a publié tout récemment un rapport faisant état de beaucoup de manquements liés à l'accès au financement des organisations de la société civile et qui évoluent de plus en plus dans des conditions un peu précaires du point de vue financement. Quelles en sont selon vous les principales raisons? Merci beaucoup, M. Diallo. C'est un rapport qui a été commandité par le programme d'appui aux initiatives de la société civile. Financé par la délégation de l'Union européenne en rapport avec le gouvernement du Sénégal par le canal du ministère de l'économie, des finances et du plan. C'est un travail, je suis membre du comité scientifique du document. C'est un travail qui a pris beaucoup de temps compte tenu de la disparité de la cible, mais plus encore compte tenu du caractère assez complexe de la thématique. Il est vrai que la structure du financement des organisations non gouvernementales est liée au mode de fonctionnement de l'État. Cela à travers un canal institutionnel qui est le cadre d'intervention des organisations non gouvernementales au Sénégal. Et là aussi, il faut comprendre que ce cadre institutionnel qui nous lie par rapport à ce décret de 2015, je crois 145 ou 135 de 2015, précise des modalités d'intervention, mais n'évoque pas la problématique des sources de financement. Mais à côté de ces organisations non gouvernementales, quand on parle de dimension société civile, il y a les organisations communautaires de base qui sont, entre guillemets, reconnues à travers une déclaration d'association tout court. Donc, si on vous comprend bien avant de terminer vos raisonnements, d'une part, oui, c'est parce que dans le cadre réglementaire institutionnel, ça ne figure pas dans le dispositif, ce qui explique d'une part. C'est qu'on n'a pas institutionnalisé les mécanismes de financement des organisations de la société civile par le canal de l'État à travers ses différents instruments, donc ministères et autres. Ça, c'est la première difficulté que nous avons eue. Et à travers cela, ce que je voulais souligner simplement, c'est que le cadre le plus approprié, ou bien la cible la plus appropriée par rapport à un système d'institutionnalisation de ce financement, c'est les organisations non gouvernementales selon la loi sénégalaise. C'est-à-dire que seules les organisations non gouvernementales et les fondations reconnues d'utilité publique ont droit à des subventions, à des financements.
Mais la problématique du financement ne peut pas être résumée uniquement à ces cibles-là. La problématique du financement des organisations de la société civile touche aussi les autres associations qui sont là et qui s'activent dans le secteur du développement ou bien dans le secteur de certaines activités culturelles ou environnementales tout court. Et par voie de conséquence, il n'y a pas de cadre privilégié par rapport à ces gens d'accéder aux mêmes sources de financement que celles des organisations non gouvernementales. Alors, on reviendra sur cela avant la fin de cette émission. En attendant, Valdiodio Ndiaye, on parle de plus en plus de précarité financière que rencontrent ces organisations de la société civile ou organisations non gouvernementales. C'est selon. Alors, finalement, d'où proviennent leurs sources de financement? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Bon, merci beaucoup et permettez-moi de saluer mon grand frère Amokodou avec lequel je continue de cheminer et nous avons aussi cheminé depuis pratiquement une vingtaine d'années. On commence à devenir tous vieux. Pour rebondir, pour dire très clairement que les organisations de la société civile, en fait, l'image qu'elles renvoient généralement, beaucoup de personnes pensent que nous sommes dans l'opulence, etc. Il faut remonter vers l'histoire pour voir un peu 3 décennies derrière, pour se rendre compte que c'est à l'initiative de Sénégalais, d'Africains engagés par rapport à la cause, pour la cause de leur pays. Ils ont renoncé pratiquement à énormément d'ambition pour s'engager aux côtés des populations à la base. Et je pense, pourquoi je commence comme ça, pour le dire, parce qu'il y avait cette dimension engagement, où ce qu'on mettait en avant, ce n'était pas l'argent. Et on voyait bien qu'on intervenait dans le domaine de l'agriculture, au niveau dans la profondeur même du Sénégal. Et c'est ça qui faisait un peu la force des organisations de la société civile, dans la mesure où ils avaient cette capacité d'arriver là où l'État ne pouvait pas arriver. Par la suite, évidemment, durant cette période, ils avaient aussi cette capacité d'orienter leurs préoccupations en termes de priorité. Mais nous avons remarqué vers les années 1995-2000, il y a eu un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme-là était un peu lié en fait, c'est-à-dire les partenaires au développement, qui sont nos partenaires habituels, ont commencé à recruter des compétences qui étaient dans la société civile pour davantage booster le travail de la société civile. À partir de ce postulat-là, il y a des changements maintenant de fonds qui sont intervenus et pratiquement la priorité des actions, au lieu d'être définie par la société civile, commençait à être définie par les partenaires. Bon, évidemment, il y a l'environnement de la crise mondiale aidant. Les partenaires soient beaucoup plus explicite. C'est-à-dire, c'est les sources de financement, c'est-à-dire ceux qui nous financent traditionnellement. Et ça pose aussi le débat, par exemple, de cette différenciation. Quand vous parlez de sources de financement, nous savons tous aujourd'hui que pratiquement plus de 95% des ressources des organisations de la société civile proviennent des partenaires, pratiquement comme l'USAID, étrangers, etc. L'État pratiquement contribue à un minimum. Ça a posé évidemment ce débat, comme ça se passe dans les pays du Nord, où par exemple l'État est tenu de financer les organisations de la société civile. Et ce débat-là a été posé au niveau du Sénégal. Justement parce que les gens se sont rendus compte de la raréfaction des ressources, étant entendu que les organisations de la société civile, comme toutes les composantes de la presse et toutes les autres qui interviennent dans le cadre du développement du pays à différents niveaux, pratiquement contribuent en termes de cotisation aux impôts, en termes de travail, etc., à l'effort de développement de l'État. Donc, certains défendent la thèse justifiée qu'ils doivent avoir des financements provenant de l'État, étant entendu qu'ils interviennent aussi dans des champs d'action pour contribuer au développement du pays. Mais aujourd'hui, on se rend compte, évidemment, nos sources de financement, comme pour revenir à votre question, essentiellement proviennent des partenaires au développement. Les partenaires au développement, c'est-à-dire les partenaires étrangers. On a envie de savoir pourquoi cette dépendance extérieure, alors que l'État et les collectivités territoriales, comme vous l'avez rappelé, ont le devoir d'accompagner financièrement les organisations de la société civile. Pour moi, ce n'est pas une dépendance extérieure. Je vais vous expliquer la perception que j'ai de cette question-là. Vous savez,
est-ce que vous pensez que, par exemple, si l'USAID ou bien OSIWA ou bien d'autres organisations financent les organisations de la société civile, est-ce que vous pensez que c'est juste par philanthropie? Pas du tout. Par exemple, il y a des intérêts réels. Et les intérêts réels, c'est que généralement, par exemple, les États-Unis, la France, l'Angleterre, tous ces pays-là ont besoin de la stabilité du Sénégal, compte tenu du rôle géostratégique que joue le Sénégal en Afrique. Et donc, par exemple, c'est ça qui peut motiver, par exemple, qu'ils ont besoin que ce pays-là continue d'être stable. S'ils financent, par exemple, les organisations de la société civile marocaine, justement, ils ont besoin que ces organisations contribuent au développement du Maroc pour justement que le Maroc continue d'être stable. Parce que justement, le Maroc peut constituer un élément de stabilité pour les autres pays maghrébins. Vous voyez, donc il y a une interdépendance extrêmement approfondie et je pense que quand même c'est un peu limitatif de dire, trivial comme on a l'habitude de dire, non, 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 ils nous financent. Ce n'est pas par philanthropie. Tout est intérêt dans ce monde-là et d'une manière ou d'une autre, les aspects sont tellement imbriqués qu'il ne faut pas avoir une lecture au premier degré de cette affaire-là. Alors, pour renforcer, Wali, qui a effectivement évoqué les grands problèmes, toute la situation d'aujourd'hui provient d'une mauvaise analyse que les partenaires techniques et financiers du Sénégal ont eue par rapport aux organisations de la société civile et aux populations sénégalaises. Depuis l'introduction de l'appui budgétaire, on a connu des difficultés. Et c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à voir que les moyens qui étaient mobilisés pour financer les organisations de la société civile à travers les ONG et autres, ces moyens se sont drastiquement réduits. Ce qui se faisait, c'était quoi? C'était que, parallèlement à la convention de financement, la convention dans le cadre de la coopération bilatérale signée avec le gouvernement, il y avait une enveloppe qui était destinée effectivement aux organisations de la société civile pour mettre en œuvre certaines politiques sectorielles. À un moment bien donné, ils ont dit que, ok, maintenant l'État a négocié avec nous. Et aujourd'hui, on est tombé d'accord qu'il faut maintenant faire l'appui budgétaire. Nous avons été les premiers à dire que cet appui budgétaire, non seulement mettra le Sénégal dans une situation de malgouvernance financière, et deuxièmement, c'est que justement, ça réduira fortement les moyens qui étaient mis à la disposition de ces organisations non gouvernementales. Et les gens ont développé. On a dit qu'en 2005, les gens sont partis, on est parti à Paris et on a dit, voilà les principes, la déclaration de Paris. Les principes dans le cadre du financement de l'aide au niveau de nos pays. Mais il n'y a aucun pays parmi tous les pays partenaires du Sénégal jusqu'à ce jour qui respecte les principes de la déclaration de Paris. Ni les questions d'alignement, ni les questions d'inclusion, de renforcement du dispositif de gouvernance de la société civile et autres. C'est vrai, les questions d'intérêt sont fondamentalement là, mais le premier qui devrait sauvegarder ça, c'est le Fonds monétaire international, qui aujourd'hui travaille fortement à renforcer le dispositif de paix du Sénégal compte tenu du caractère géostratégique de notre pays. Mais en pratique, vous n'avez jamais vu le Fonds monétaire international appuyer des organisations de la société civile de ces pays-là. Donc, ils ont un élément, un comportement qui est en porte-à-faux avec les besoins des Sénégalais aujourd'hui à être renforcés dans cette bataille du développement. Maintenant, les sources de financement, ce n'est pas uniquement aussi ce que donnent les partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale. D'abord, pour la coopération multilatérale, il faut le dire tout de suite et dès maintenant, la difficulté que nous avons aujourd'hui avec le PNUD, c'est que le PNUD ne dispose plus de ressources pour financer notre développement et le PNUD est obligé de tirer l'argent, les ressources publiques du Sénégal à travers le budget pour le PUDC pour maintenant effectivement nous empêcher de faire le travail qui est notre affaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que le PNUD est en train de réaliser dans le PUDC, nous pouvons le faire 10 000 fois mieux que le PNUD. M. Diouf, Amokodou Diouf, à ce rythme, avec la réfaction des ressources financières qui est un élément constant, personne n'en disconvient aujourd'hui, le rôle finalement de la société civile dans la pacification
sans des moyens financiers conséquents, ça va poser problème. C'est le leur. Et malheureusement, c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'aujourd'hui, la concentration des organisations de la société civile sur la chose de plaidoyer politique. Jamais on a connu dans l'histoire du Sénégal une société civile aussi engagée dans le cadre d'une réflexion aussi scientifique, aussi stratégique sur le déroulement des processus politiques. Et particulièrement de la chose électorale. Ce sont autant d'Abdoulaye Wade et autant de Macky Sall que les gens ont commencé à se concentrer davantage là-bas. Qu'est-ce qui les a poussés à le faire? Mais les ressources sont beaucoup plus faciles peut-être là-bas. C'est-à-dire que la source de financement peut effectivement motiver l'organisation de la société civile à s'orienter vers un secteur qui est encore beaucoup plus potentiel, parce que c'est une histoire de rentabilité dans le cadre de l'investissement qu'on fait de soi, des autres collègues au niveau d'une institution. Et ils ont compris que là-bas, ça... Donc, le fait de dire qu'on veut la stabilité du Sénégal, sans pour autant mettre à la disposition de ces organisations de la société civile des moyens pour travailler dans le cadre des politiques sectorielles, c'est que ça renforce davantage la société civile à mieux se focaliser sur là où les activités ne coûtent pas beaucoup. Alors, Valio Diondiaye, vous êtes dans le secteur, surtout des élections. Amokodou le disait tantôt, finalement, les conséquences sur le rôle et le fonctionnement des organisations de la société civile au Sénégal et même en Afrique de manière générale. Bon, évidemment, je suis d'accord avec lui, hein, parce que les aspects qu'il soulève, c'est important. Mais moi, je vais aller un peu plus loin que ça. C'est-à-dire cette focalisation des organisations de la société civile sur ces choses-là. Parce que justement, au-delà de la chose de la gouvernance démocratique, il y a le pouvoir. Cette capacité d'influer sur le pouvoir peut changer des orientations de fond. Parce que quand on sait aujourd'hui que, par exemple, il y a un combat réel qui est mené par la société civile, dont lui, pour pratiquement revoir un certain nombre de dispositions même qui nous frappent depuis pratiquement 2014 par rapport aux dispositions de la loi, l'encadrement, le contrôle des organisations de la société civile. Parce que justement, nous devons comprendre aujourd'hui que les enjeux sont d'abord politiques. Ensuite, pouvoir contrôler les politiques publiques. Et je pense que nous devons tous avoir, nous, acteurs de la société civile, ce réflexe de mener ce combat-là pour essayer de réorienter les choses. Parce que nous avons cette capacité d'influer sur les politiques publiques et de pouvoir impacter même sur le changement de pousser à des réformes réelles dans ce pays-là. Et je pense que c'est ça réellement le combat que nous menons. Parce qu'une fois, par exemple, qu'on se bat, qu'on parvient à décrocher ces aspects-là, justement, après, nous pouvons réorienter aussi de manière plus globale les politiques publiques, par exemple, dans le domaine de l'agriculture. Parce qu'au fond, les véritables enjeux sont à ce niveau-là. C'est-à-dire, il faut d'abord réformer le cadre macro et ensuite maintenant réorienter les organisations de la société civile à aller faire du développement sur le terrain. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions en disant que, par exemple, pourquoi, avec toute cette masse d'étudiants qui sont qualifiés, qui ont été formés, que nous avons, on ne peut pas tous les absorber, par exemple, dans les bureaux, etc. Mais si l'État avait cette capacité d'anticipation en organisant des fermes agricoles, les densifier et voir comment, par exemple, cette production locale peut être absorbée par le marché local, je pense qu'à partir de ce moment-là, nous commencerons notre autosuffisance et régler des questions de fond et diminuer substantiellement le fait que tout le temps, tout ce dont on a besoin, on va vers l'extérieur pour l'amener ici. Je pense que ça, c'est une vision que nous avons et nous allons nous battre par rapport à ça pour y arriver. Parce qu'aujourd'hui, il est évident qu'il y a une focalisation sur la chose politique, mais justement, à court, moyen terme, c'est justement pour impacter, pour qu'il y ait ces réorientations-là. C'est une affaire de division du travail au sein de la société civile. Et moi, c'est ça la grandeur de la richesse de la société civile du Sénégal. C'est différent des autres pays, quelque part. Le Burkina, on a connu quand même des sociétés civiles qui harmonisent même aux Maliens leur position. Au niveau du Burkina, c'est des pays que je connais. J'ai été administrateur de Foscao, de Waxof pendant 5 ans. Je connais toutes ces organisations au niveau de la sous-région. La particularité de la société civile du Sénégal, c'est dans sa diversité. Aujourd'hui, on a une société, il y a 10 ans, on n'avait pas une société civile qui travaille sur les élections. On n'avait pas une société civile qui travaille sur la gouvernance publique. Aujourd'hui, on en a une société civile forte
C'est différent maintenant de ce qu'on appelle les mouvements émergents qui se sont réjaillis à travers des révolutions internes, etc., et qui portent une mention revendicative, point barre. Ici, il s'agit tout simplement de travailler en profondeur sur l'analyse des politiques pour pouvoir ressortir avec des orientations précises qui, d'un point de vue opérationnel, serviront aux autres organisations de la société civile qui sont à la base. Justement, le financement aussi a été porté ainsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de la recherche des financements, on est fondamentalement calé dans la préservation des centres d'intérêt pour pouvoir solliciter tel et tel partenaire technique et financier pour le financement. Mais aussi les organisations internationales, et davantage, il faut le dire, ce sont les organisations internationales qui financent le plus maintenant les organisations de la société civile du Sénégal que les partenaires techniques et financiers classiques qu'on avait. Donc il y a des sources de financement classiques, ce sont les PTF là, il y a de nouvelles sources de financement qui sont à travers la philanthropie internationale, les fondations, certaines fondations internationales et des organisations, oui, et certaines organisations internationales philanthropiques qui viennent carrément appuyer. Là, ce ne sont pas des organisations qui sont forcément intéressées par l'orientation de la politique du Sénégal. Il y a des centres d'intérêt qui les intéressent et par voie de conséquence, ils financent en fonction de ces centres d'intérêt. Au-delà de cette politique de réorientation des OSC, mais qu'est-ce qu'il faudra faire, Valdiodio, je vous pose la question, pour repositionner les ONG ou les OSC au Sénégal dans le cadre de la recherche de financement pour qu'elles assurent leur autonomie? Je pense qu'il faut explorer, aller plus en avant sur même la réflexion, même le cadrage juridique des organisations de la société civile. Parce que nous avons l'habitude, par exemple, je prends l'exemple d'Amakodo avec Addis, il a énormément travaillé dans l'autonomisation des femmes. Et le fait même de les créer des conditions d'autonomisation, après ils se prennent en charge. Nous avons énormément fait dans ce domaine-là, mais en s'oubliant nous-mêmes. C'est-à-dire nous avons contribué à créer par exemple des coopératives agricoles, des fermes de développement, etc., autonomiser des personnes à la base. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut que les organisations de la société civile réfléchissent à d'autres sources de financement. Nous savons, bon, je ne vais pas aller dans le sens par exemple de ce qui se fait aux États-Unis avec des organisations comme NDI, etc., qui ont cette capacité, qui ont même des avoirs, qui ont par exemple des biens immobiliers, et qui louent ça, qui font rentrer de l'argent et ont une capacité même d'autofinancement interne. Je pense que aussi nous devons réfléchir dans ce schéma-là, sur ce schéma-là, mais peut-être pas comme eux ils le font, parce que le système américain est particulier, mais peut-être réfléchir sur d'autres pistes. Par exemple, nous avons l'agriculture, nous avons d'autres aspects, nous avons même l'expertise et nous devons travailler maintenant à générer nous-mêmes nos propres ressources. Je pense que aussi ça, c'est des pistes de réflexion sur lesquelles nous devons agir. Alors, Amakodo Diouf, Gérard a fait des recommandations allant dans ce sens, l'étude. Et l'étude, c'était effectivement d'aller vers des prestations de services intellectuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de ANAFA comme au niveau de la coalition, ils peuvent prêter des services qui seront payés. Ça, la loi nous permet d'avoir ça. L'essentiel, c'est de veiller à respecter les dispositions de l'impôt avec les VRS, les 5%. Ça, c'est une source d'autofinancement. Le deuxième élément d'autofinancement que nous avons constaté, c'est aujourd'hui, on a eu, et il a dit, on a eu des organisations qui, dès le départ, par exemple, il y a des organisations qui étaient dans la formation, l'éducation. Ils ont créé des écoles communautaires. Et ces écoles communautaires, avec la contribution des enfants, que ce soit ACAPES, USA, etc., ils ont pu effectivement engranger des plus-values qui, quelque part, ont servi. Il y a eu des organisations qui ont travaillé dans le cadre des prestations de services, des services médicaux. Et aujourd'hui, ils ont des cliniques ophtalmologiques, etc., qui génèrent quelque part des ressources. Et quelque part, les ressources tirées de la clinique vont jusqu'à prendre en charge 90% des fonds de fonctionnement de la structure. Il y a eu des organisations quelque part qui ont été jusqu'à s'impliquer dans le dispositif de la commercialisation agricole. C'est le cas de Aspronet,
Aujourd'hui, c'est de grands opérateurs dans le cadre de la filière arachide. Et là, ils génèrent des ressources qui permettent à ce qu'ils puissent s'autofinancer. Dans le rapport, il a été établi que les ONG ou les organisations de la société civile au Sénégal sont victimes de la concurrence déloyale avec des ONG du Nord qui viennent... Voilà, c'est une question intéressante. Vous savez, l'analyse doit être fondée par rapport à la source de financement. Ça, c'est un acquis. Le deuxième élément, c'est par rapport aussi à l'expertise que les organisations du Nord peuvent avoir par rapport à nous autres. Et je vous cite tout de suite un cas. C'est le cas de Plan International dans les prestations de services médicaux. Il compétit au niveau du CCM. Dans le cadre du programme tuberculose, sida, etc., ils compétissent pour être des prestataires. Et là, maintenant, c'est énormément d'argent. Alors que là, maintenant, en réalité, ce n'est pas Plan qui devrait le faire. C'est pourtant, ce sont les organisations de la société civile du Sénégal qui devaient aller en consortium pour aller gagner ce marché-là. Malheureusement, à chaque fois, quand ils essaient, on voit qu'il y a des difficultés. Aujourd'hui, il y a plus de 4 millions d'euros qui étaient en compétition il y a quelques mois, quelques années, au niveau de la délégation de l'Union européenne. Au finish, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que c'est une expertise de ces organisations européennes qui est venue carrément rafler l'argent. Et ils ont développé une intelligence, d'ailleurs une intelligence très mauvaise. Parce qu'on dit, bon voilà, on prend telle ONG, on la colle à nous, organisation du Nord, et là maintenant on va soutirer un peu d'argent. Ça, ce n'est pas bon pour nous. Très rapidement, vous en quelques secondes, sur cette question de la concurrence déloyale, en quelques secondes. Je suis absolument d'accord avec lui. Je pense que même des fois, même c'est aussi de la responsabilité même de ces organismes même qui financent. Par exemple, je pense que, par exemple, aujourd'hui, nous pouvons avoir les mêmes compétences et avoir les mêmes aptitudes et les mêmes capacités qu'une organisation européenne. Mais quand nous déposons les mêmes requêtes, ils auront, par exemple, l'Union européenne aura tendance à financer l'organisation européenne pour ensuite sous-traiter les organisations. Et c'est ça qui n'est pas très normal. Alors, merci donc. Merci Valdiodio Ndiaye. On fait signe que nous sommes arrivés au terme de cette émission Talk Afrique qui avait l'honneur, l'immense plaisir de recevoir Valdiodio Ndiaye, membre du collectif des organisations de la société civile pour les élections, avec nous également Amakoudou Diouf, président du conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement, le CONGAD. Merci donc, messieurs. Grand merci également à vous d'avoir été de notre messieurs aux équipes techniques rédactionnelles. Cette émission fera retrouver sur notre site internet de Médion TV Afrique. Merci à vous d'avoir été des nôtres.